Tahirou Traoré est notre invité du jour. Il est le coordonnateur national de la Coalition nationale Éducation pour tous au Burkina Faso. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui des grandes réformes de l'État dans le secteur de l'éducation. Bonjour et bienvenue au DEJ Info. Bonjour. Déjà, première question, comment se porte le secteur de l'éducation aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît selon la coalition Éducation pour tous au Burkina? Bon, disons que le secteur de l'éducation se porte assez bien, malgré tout ce que nous connaissons à travers cette crise sécuritaire. C'est vrai que le secteur a été beaucoup éprouvé, surtout par les attaques, les fermetures d'écoles. On a aussi connu des assassinats d'enseignants. Mais dans l'ensemble, on constate que les choses sont en train de s'améliorer. En termes de fermeture d'écoles, nous voyons qu'il y a des réouvertures. Le dernier rapport de novembre 2024 fait état de 716 établissements réouverts et avec près de 115 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école. Dans l'ensemble, on peut dire que ça va. Sinon, il y a des difficultés, mais je pense que les acteurs sont assez résilients. Et nous savons que ce n'est pas simple quand on est dans une situation de ce genre. Il faut faire avec, il faut travailler aussi à faire en sorte que toute la communauté vraiment s'implique, étant donné que l'affaire de l'éducation doit être une affaire de tous. Nous fondons notre espoir que les choses vont aller mieux, en tout cas du jour au lendemain. Aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré le contexte, beaucoup parlent d'une certaine résilience au niveau du secteur de l'éducation, de non seulement par l'engagement des différents acteurs, mais aussi même l'engagement des élèves dans des zones reculées, des élèves déplacés internes. Est-ce que vous en convenez? Oui, je pense que c'est une réalité. Si je prends par exemple la province de Banwa, d'où je suis issu, à cette rentrée, en tout cas au niveau des établissements, que ce soit du primaire, du post-primaire et du secondaire, en tout cas on connaît des réouvertures. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de matériel qui manque, que ce soit au plan pédagogique, que ce soit au niveau des élèves. Avec l'accompagnement de l'État, des partenaires techniques et financiers et de la communauté, bon, on essaie tant bien que mal de faire fonctionner en tout cas ces établissements. Et les enseignants sont là, en tout cas ils font ce qu'ils peuvent, malgré en tout cas la situation. Et aussi il faut saluer et féliciter les forces de défense de sécurité et surtout les VDP au niveau de la province qui veillent au grain pour que ces enseignants, ces élèves puissent aller à l'école vraiment dans de très bonnes conditions. La page de 2024 est tournée, nous sommes en 2025, mais dans le rétroviseur, quelles ont été les actions menées par la coalition Éducation pour tous dans le secteur justement de l'éducation? Bien, la coalition, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que l'éducation de qualité est en marche, puisque nous avons pris des engagements au niveau international, au niveau national, pour assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Et nous, en tant que coalition, c'est vraiment de veiller et de suivre la mise en œuvre des réformes éducatives, voilà, et voir là où ça marche, là où ça ne marche pas, pouvoir formuler des recommandations et assurer les plaidoyers auprès des décideurs pour que ensemble nous puissions chacun à son niveau travailler à relever les défis. Alors en 2024, nous avons naturellement réalisé notre rapport alternatif sur l'éducation, en tout cas qui prouve à souhait, en nous fondant bien sûr sur les rapports produits par le ministère de l'Éducation nationale, que en termes d'accès,
nous sommes à 74%. Si on compare, en tout cas pour l'année 2022, où nous étions à 85%, vous voyez que ce n'est pas simple. Donc nous, à notre niveau, nous avons compris que la situation sécuritaire quand même a beaucoup joué voilà, donc sur la déscolarisation. Et étant donné que depuis 2016, il y a des écoles qui sont fermées, il y a des enfants qui sont nés dans certains villages où il n'y a pas d'école, qui ont eu l'âge de 6-7 ans pour aller à l'école, ils n'ont pas eu cette chance. Et parmi eux, certains sont devenus aujourd'hui des adultes, des adolescents, pardon. Nous, au niveau de la coalition, nous avons en tout cas formulé des recommandations pour que le ministère de l'Éducation puisse mettre en place des alternatives éducatives voilà, du non formel et pour pouvoir prendre en charge vraiment ces enfants et ces adolescents. Il s'agit de leur apprendre à lire, à écrire, mais aussi de leur apprendre un métier pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Même en réouvrant aujourd'hui toutes les écoles, on est sûr qu'on ne pourra pas prendre tout le monde. Alors donc nous avons fait ce plaidoyer et nous sommes là-dessus. Nous avons aussi fait le plaidoyer pour que au niveau de la qualité de l'éducation, quand même on puisse travailler à la budgétisation sensible à la qualité. C'est vrai, il y a beaucoup de ressources qui sont allouées au ministère de l'Éducation nationale. Si nous prenons en tout cas ces 10 dernières années, le budget, en tout cas tant bien que mal, est en progression. Mais en même temps, on constate que les indicateurs à certains niveaux sont en baisse, surtout à travers l'évaluation des acquis scolaires. Il reste donc beaucoup à faire. Voilà, il reste beaucoup à faire. Donc, on s'est dit que certainement qu'il faut revoir la budgétisation et la planification. Si nous avons des objectifs et des indicateurs qui sont planifiés, nous devons effectivement avoir des activités qui sont en lien avec ces indicateurs-là. Alors donc, sur les défis, on voit déjà que les élèves sont assez faibles en mathématiques, ils sont faibles en français, ils sont faibles en sciences. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour relever les niveaux? Donc nous avons en tout cas proposé à ce qu'on mette l'accent sur les activités qui vont permettre de relever les niveaux. Il s'agit surtout du renforcement des capacités des enseignants. Voilà, et aussi faire en sorte voilà, que les encadreurs puissent avoir les moyens d'accompagner ces enseignants-là. Alors donc ça, c'est des activités qui peuvent être financées et aussi permettre que les enseignants puissent se retrouver à travers vraiment des cadres de rencontre, donc pour pouvoir revenir sur leurs pratiques et échanger. Et puis bon, se donner quand même des conseils et s'encourager pour réussir la mise en œuvre. Voilà, donc autant, il y en a beaucoup, mais voilà autant de plaidoyers que nous avons fait au cours de cette année. Et nous sommes là-dessus. En tout cas, les choses avancent en tout cas assez bien parce que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a élaboré un guide sur la budgétisation sensible à la qualité de l'éducation. Et on va justement parler de cela un peu plus en profondeur d'ici là. Déjà, on va rappeler peut-être aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio WattFM que Tahirou Traoré est notre invité du jour. Il est le coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso. Une autre question, c'est qu'en 2024, nonobstant les difficultés, on a parlé de résilience, il y a eu des réformes qui ont été engagé par le ministère de l'Éducation. Pour vous, quelles sont les grandes réformes que l'on a connues au cours de cette année 2024 dans le secteur de l'éducation? Alors, en termes de réformes, il faut d'abord voir l'apprentissage, l'introduction des métiers, l'initiation au niveau du primaire et l'apprentissage au niveau du post-primaire et du secondaire, que nous estimons vraiment une bonne chose, puisque si nous voyons au niveau des effectifs du ministère de l'Éducation nationale,
surtout au niveau du poste primaire et du secondaire, l'enseignement général est beaucoup dominant. Voilà, donc sur 100 élèves, il y a à peu près 95 donc, qui sont de l'enseignement général. Alors, voilà, des enfants qui sont à l'école qui sont vraiment généralistes, sur la théorie. Il n'y a qu'environ 4-5% effectivement qui sont de l'enseignement technique. Alors, en introduisant effectivement les métiers à l'école, ça permet vraiment de lier la théorie à la pratique, mais aussi voilà, faire en sorte que les sortants du système ne soient pas toujours là à se masser devant, en tout cas, les stades ou bien les lieux de dépôt de dossiers pour les concours de la fonction publique. Donc, au moins, ça va permettre à chacun d'avoir au moins plusieurs flèches, quoi. Une réforme déjà saluée. Voilà, donc c'est une réforme, bon, en tout cas à notre niveau, que nous saluons. Voilà. Alors, il y a certainement eu d'autres réformes. Oui, il y a par exemple l'introduction de l'anglais au CE1, qui est également une réforme qui a été annoncée, et je pense que qui est déjà en expérimentation. Mais en tant que coalition, vraiment, nous souhaiterions qu'à ce niveau, on mette beaucoup l'accent vraiment sur la formation des enseignants et surtout aussi l'édition des manuels. Voilà, donc ils vont accompagner cette réforme-là. Il y a aussi eu une réforme sur l'introduction de l'éducation civique qui s'est malheureusement heurtée aussi à la réticence de certains enseignants d'histoire-géographie. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme-là? Alors, ce qui est sûr, si nous prenons les finalités de l'éducation, c'est d'avoir un citoyen responsable, un citoyen qui soit créatif et qui soit utile à sa société. Alors donc, le citoyen, il vit au milieu d'autres personnes. Alors donc, il y a des comportements à adopter pour que la vie en communauté soit harmonieuse. Et raison pour laquelle, dès l'enseignement primaire, on apprend aux enfants à comment se comporter, parce que c'est l'éducation, l'enfant est dans une société, et il est appelé à grandir et à appartenir et à développer aussi cette société-là. Donc il y a des règles de conduite, effectivement, qu'il faut qu'il ait à l'esprit. Et en ce sens-là, nous pensons effectivement que l'introduction de l'instruction civique est une nécessité. Ça commence déjà dès le primaire, et puis ça doit aller jusqu'à l'adolescence. Voilà, donc ça c'est une réalité. Maintenant, le problème qui s'est posé, bon, c'est qui et comment effectivement cela va être introduit. Alors, nous avons eu l'occasion vraiment de dire que dans toute chose, il faut mettre en avant le dialogue. Voilà, si vous prenez toutes nos politiques de réforme, la participation, elle est évidente. Voilà. Et le dialogue aussi doit être permanent. Alors, donc, si il y a eu des mal-donnes, certainement, de notre côté, nous avons pensé qu'il fallait vraiment échanger avec les acteurs. Et ce qui est intéressant, quand on introduit une réforme, il faut, dès le départ, même au niveau du cadrage, donc permettre à tous les acteurs, ceux qui sont intéressés principalement, de pouvoir échanger et de donner leur point de vue, et on s'accorde sur l'essentiel pour aller. Alors donc si à des moments donnés on ne fait pas cela et on attend à une certaine étape donc pour voilà, demander aux autres, mais à la fin, bon, voilà ce qui va se passer, c'est souvent bon, à notre sens, c'est ce qui amène les difficultés. Nous, en tout cas, nous prenons vraiment la participation au dialogue. D'accord. À toutes les étapes. Si c'est fait, si cela est fait, on a toutes les chances de minimiser les éventuelles crises ou bien les écueils tout au long du parcours. Alors, toujours en termes de réforme, en 2024, on a assisté aussi à l'introduction de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui en faites un peu votre cheval de bataille? Oui, nous avons dit dès les premiers moments que c'est une bonne chose,
Parce que l'éducation, chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut. Mais l'éducation, d'abord, c'est le rôle régalien de l'État. Alors si le chef de l'État au plus haut niveau a décidé vraiment de prendre cette initiative, nous disons que c'est la bienvenue. Alors maintenant, dans la mise en œuvre, nous avons vu que dans le suivi de la mise en œuvre, bon, il y a des acteurs qui sont présents, mais nous souhaiterons quand même qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs de la société civile, puisque nous voyons, il y a les APE, il y a le COGES, mais bon, d'autres acteurs de la société civile comme la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, comme d'autres ONG aussi qui interviennent, bon, pourraient quand même être considérés dans la mise en œuvre de l'initiative. Puisque bon, nous regardons ça de loin, bon, nous ne savons pas très bien voilà, comment les choses évoluent, alors que bon, si on était quand même à côté, on aurait pu donner notre point de vue sur certains sujets et aussi contribuer, bien sûr, à plaider pour la réussite de l'initiative. Alors, on a dénombré déjà un certain nombre de réformes, qui sont plusieurs, dans le domaine de l'éducation. Pour vous, quels sont les objectifs quand on regarde toutes ces réformes prises en une année pour améliorer le secteur de l'éducation, malgré les difficultés dont on a parlé en début d'émission? Alors, pour nous, toutes ces réformes doivent contribuer à réaliser les finalités de l'éducation. Puisque notre système éducatif, à travers les finalités, comme je disais tantôt, doit nous permettre d'avoir des citoyens responsables. Des citoyens qui sont capables de créer. Et si ce qu'on est en train de faire, par exemple, comme je dis, le développement de l'EFTP, là je reviens là-dessus, et aussi l'introduction des métiers, serviront peut-être à cultiver cette créativité. Peut-être pour la compréhension de nos auditeurs, voilà. On va l'appeler IFTP. C'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Puisque je le disais, en tout cas, c'est le secteur, il est faiblement développé. Et je vois aussi que la création d'un ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, certainement, en tout cas, va contribuer à cela. Et nous disons qu'en tout cas, à notre niveau, que notre souhait le plus, en tout cas, ardent, c'est de travailler à atteindre les objectifs de développement durable. Et principalement le numéro 4, donc, qui est celle d'assurer l'accès à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Donc si les réformes qui sont engagées vraiment nous permettent d'atteindre ces objectifs, nous pensons que nous aurions beaucoup fait. Alors, les réformes ont été prises. Nous sommes en 2025. Pour vous, quels sont les défis auxquels, en termes de projection, pourraient être confrontés ces différentes réformes qui ont été prises en 2024 dans le secteur de l'éducation toujours? Alors, si nous voyons déjà en termes de défis, c'est l'introduction des langues nationales. Alors, vous voyez que dans les mesures de réforme, ce volet n'a pas pu démarrer en 2024, à la rentrée 2024, et qui est reporté à 2025. Il faut travailler effectivement à ce que nous puissions mettre l'accent sur l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Et tous les pays qui se sont développés sont passés par là. Voilà. Nous avons eu la chance quand même de participer à certaines grandes rencontres où les exemples qui sont sortis vraiment démontrent que ceux qui sont développés, c'est à travers l'âge. Nous prenons par exemple la Corée du Sud, voilà, qui introduit les langues nationales, effectivement, pour démarrer son système éducatif, parce qu'avec la langue que l'enfant parle, il est plus facile pour lui de maîtriser les enseignements. Nous parlons français, nous apprenons, le français n'est pas notre langue, c'est pas notre langue maternelle, c'est pas notre langue nationale.
Alors, il faut d'abord apprendre le français pour pouvoir comprendre les notions à enseigner. Donc, on perd énormément du temps. Alors que par la langue nationale, en calcul, il est plus facile. Et c'est ce qui fait que les Coréens, aujourd'hui, en 2015, lorsque nous étions là-bas, ils étaient les premiers en mathématiques au monde. Parce que si vous commencez par les langues, il n'y a pas de problème. Vous allez voir aussi même les mesures de réforme qui avaient été introduites, et surtout à travers les langues nationales, l'éducation de base introduite en 2019, en 1979, pardon. Mais écoutez, si vous allez aux finances là, la plupart il y a beaucoup de cadres qui sont passés par les écoles de base que je connais. Parce que mathématiquement, ils étaient déjà positionnés. Moi, j'ai des élèves qui sont des pharmaciens. Il y en a qui sont des financiers. Moi, j'ai enseigné dans les langues nationales. Je sais de quoi je parle. C'est un défi important. L'ambition est affichée. Ah oui. On a vu l'introduction au niveau de l'anglais. Qu'est-ce qui explique la complexité au niveau de nos langues nationales? On a vu que ça n'a pas pu être effectif en 2024. Qu'est-ce qui rend complexe pour les langues nationales alors que pour l'anglais, on n'a pas eu de difficulté à les introduire déjà? Ah oui, mais c'est la question que nous avons posée lorsque nous étions au CASEM. Voilà, nous avons dit, mais écoutez, puisque l'anglais, ce n'est pas notre langue. Pourtant, on a pu l'introduire. On a pu l'introduire. Et mais nos langues nationales, on a reporté à l'année prochaine. Alors, je pense que le directeur général de la qualité de l'éducation formelle, qui a fait l'exposé, nous a fait comprendre qu'il n'était pas prêt. Alors donc, c'est des questions qu'on se pose et en tout cas, nous estimons que ce défi doit être relevé voilà, en 2025 si effectivement nous voulons améliorer la qualité de notre éducation et de notre formation. En termes de recommandations pour cette année 2025, en dehors de l'accent que l'on devrait mettre sur l'introduction des langues au plan national, quels sont les autres secteurs que vous recommandez? Alors, le secteur que, en tout cas, nous recommandons fortement, je reviens là-dessus, c'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Vraiment, il faut que ce soit un défi. Si vous prenez les pays qui ont mis l'accent sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, comme le Ghana voisin, mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas de chômage. Mais les jeunes qui sont formés, et tout de suite, n'ont pas de difficulté à avoir un emploi. Même quand les Ghanéens venaient au Burkina ici, bon, il semble qu'on ne les voit plus comme ça, mais quand ils arrivent, ils ont l'esprit très créatif. Et tout de suite, vous voyez, ils vont créer quelque chose, des jouets ou bien bon, des choses, des activités de coordonner, qui leur permettent vraiment de s'en sortir. Donc nous estimons que la question de l'enseignement et la formation technique est à prendre au sérieux. Et il y a aussi les alternatives éducatives dont nous avons parlé. C'est vrai, il est plus facile à ce niveau. Je pense qu'il y a, j'ai participé au CASEM du ministère de l'enseignement secondaire. Il y a des initiatives vraiment qui sont prises là-bas. Et nous estimons que si, en tout cas, nous conjuguons les efforts, le ministère de l'enseignement de base et le ministère de l'enseignement secondaire, et bien sûr avec la participation des partenaires techniques et financiers, des ONG, donc nous pourrons vraiment relever ce défi-là. Voilà. Tahirou Traoré, vous êtes le coordonnateur national de la coalition nationale Éducation pour tous au Burkina. Merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Merci, c'est à vous. Grandement merci à vous, auditeurs de la radio ATFM et téléspectateurs de True TV, donc des médias leaders de 2TGP. Merci à vous pour la confiance toujours renouvelée envers nos programmes. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.